Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être un peu triste et sous le signe également de l'incompréhension, parce qu'on va parler d'un fait divers, une affaire de meurtre. La raison du meurtre est incompréhensible. De temps en temps, dans certains cas, on peut se dire ok, il y a une vengeance, il y a un mobile, etc. Là, il n'y en a pas. Et c'est ça qui est totalement incroyable dans cette histoire. J'espère que la vidéo vous plaira, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez également pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. Et on est parti pour se plonger dans l'affaire de Lauren Kidd. Lauren Kidd était une jeune femme, née le 5 décembre 1996, une américaine qui était la fille de Krista et de Joe Kidd. Elle avait 3 frères. Des frères avec qui elle s'entendait très bien, elle était plutôt proche de sa famille. Lauren était décrite comme quelqu'un de souriante, qui était régulièrement joyeuse, qui avait toujours un sourire sur son visage, mais elle avait néanmoins quelques problèmes. Elle avait effectivement des problèmes de santé mentale. Elle avait un trouble d'hyperactivité avec déficit de l'attention. Elle avait donc un traitement qui était censé l'aider par rapport à ce problème mental, et ce médicament jouait sur sa personnalité et son comportement. Il y a autre chose qui n'a pas aidé dans tout cela, c'est qu'elle a perdu son grand-père et elle a eu du mal à faire son deuil. Elle a commencé à se faire du mal à elle-même, et pour l'aider à aller mieux, sa mère lui a trouvé un psychologue, quelqu'un avec qui elle pourrait parler pour aller mieux. Elle était en soi sur la voie de la guérison, elle allait de mieux en mieux. Et même en 2014, Lauren a rencontré un jeune homme, un garçon nommé Zach, de qui elle est tombée follement amoureuse. Ce jeune Zach a rencontré la famille Kidd, tout le monde l'adorait, en soi Lauren était très heureuse, Zach était très heureux, tout semblait aller pour le mieux. À un moment donné, pendant leurs études, Zach et Lauren ont décidé d'emménager ensemble. La mère de Lauren, Krista, avait une très forte suspicion concernant la raison de cet emménagement. Pour elle, la raison était claire, c'est que Lauren était tombée enceinte de Zach. Et effectivement, en mars 2015, la fille de Lauren et de Zach est née, une jeune fille du nom d'Addison. Un an plus tard, Lauren et Zach se sont mariés, en 2016, et après leur mariage, ils ont décidé de déménager. Ils ont fait un emménagement quelque peu particulier parce qu'ils n'ont pas repris un logement pour eux, ils ont pris un logement avec des amis. Un autre couple, composé de Connor Brunner et de sa petite amie Alex. Cette cohabitation fonctionnait plutôt bien, jusqu'à un moment donné où là, les relations d'un côté comme de l'autre ont commencé un petit peu à se détériorer. On avance encore un peu dans le temps, on est en 2017, Lauren construit sa vie, elle rencontre des gens, elle se fait de nouveaux amis. C'est quelqu'un qui a l'air très sociable à l'extérieur. Mais une fois qu'on passe la porte de son domicile, l'ambiance est tout autre. Certes, Zach et Lauren s'aimaient, ils étaient très attachés l'un à l'autre, mais ils ne s'entendaient plus. Du coup, ils ont décidé de divorcer. Ils restaient en bons termes pour assurer la coparentalité de leur fille Addison. Et Lauren, elle, on va dire que ce divorce l'arrangeait, et ce qui n'aidait pas en soi sa relation avec Zach, c'est que elle était tombée amoureuse d'un autre homme, le colocataire, Connor. Elle en a parlé à sa famille, ça peut arriver, donc la famille n'a pas pris ça d'une mauvaise manière ou d'une bonne manière. Ils ne connaissaient pas Connor plus que ça, et Connor, qui lui avait une petite amie quand même, Alex, a rompu avec elle. Donc, Zach et Alex ont quitté le domicile, laissant là-bas Connor et Lauren. Et il se trouve que ils ne s'influençaient pas de la plus belle des manières l'un et l'autre. Lauren et Connor abusaient de substances, ce qui amenait leur relation à être quelque peu tumultueuse. Ils avaient souvent des disputes. Là, vous vous dites peut-être, ok, mais où tu veux en venir? C'est quoi l'histoire? Je vais y venir. Tout ça, c'est le contexte. Vous l'avez. Vous avez un petit peu les différents éléments de la vie de Lauren. Mais le 26 octobre 2018, Krista, la mère de Lauren, attendait un appel de sa fille pour qu'elle l'accompagne au travail. Lauren devait passer seule, sauf que, à sa grande surprise, elle est venue avec Connor. Et avec ce qu'elle voyait, pour elle, Connor et Lauren avaient décidé de se séparer. Parce que les deux ne parlaient pas, l'ambiance était assez froide, donc pour elle, il n'y avait pas de doute là-dessus. Dans le véhicule, Lauren et Krista se disputent. Krista est amenée à son travail, et là, c'est la dernière fois qu'elle a vu sa fille. Le lendemain, le 27 octobre, Lauren traînait avec un de ses amis, Blake. Blake a dit plus tard qu'il avait déposé Lauren à une station-service, et qu'elle serait ensuite partie avec un ami du nom de Mike, parce qu'il devait lui faire un tatouage chez lui. Blake devait aller chercher Lauren chez Mike à 18 h, sauf que, là déjà, Lauren ne répond pas à ses appels, ni à ses SMS. Blake essaye d'appeler plusieurs amis qu'ils ont en commun, mais aucun n'arrive à contacter Lauren. Donc là, ultime recours, Blake contacte la mère de Lauren, Krista, et Krista, de son côté non plus, n'obtenait aucune réponse de sa fille, alors que généralement Lauren, quand sa mère l'appelait, répondait même si elle était occupée. Krista appelle donc les personnes les plus proches de Lauren, c'est-à-dire Zach, son ex-mari, ainsi que Connor. Zach dit que Lauren devait venir à un événement pour sa fille, mais qu'elle ne s'était pas présentée. Encore une fois, point inquiétant.
parce que pour sa fille, Lorraine était prête à tout, elle n'aurait jamais laissé passer cet événement. C'est donc le soir, le 28 octobre à minuit, que Blake contacte la police pour signaler la disparition de Lorraine. La police fait son enquête, Blake dit tout ce qu'il a vu par rapport à Lorraine, la dernière fois qu'il l'a vue, donc la dernière fois qu'il l'a vue, c'était avec l'ami Mike. Donc la police va enquêter vers le fameux Mike, et Mike va dire lui sa version, c'est que Lorraine est bien venue chez lui, mais Connor s'est présenté, et il a ramené Lorraine. Lorraine a dit t'inquiète pas, je reviens plus tard, elle a dit ça à Mike, sauf que elle n'a plus jamais été revue derrière. Donc là, encore une fois, on a un indice, c'est Connor. Connor est contacté par la police, il dit que oui, il a récupéré Lorraine, et qu'elle voulait aller faire des courses dans un Walmart. Sauf que, étant encore en froid, elle a décidé de sortir du véhicule et de partir chez un ami. La police dit ok, il check des enregistrements de caméras de surveillance, il voit qu'il y a bien la voiture de Connor qui est là, mais aucun signe de Lorraine. Donc là, la question c'est, où est passée Lorraine? Où est Lorraine Kidd? La police fait un peu chelou à ce moment-là, mais elle décide quand même de continuer son enquête. Il se trouve que Krista et Joe, les parents de Lorraine, ont reçu un message anonyme. La personne qui a envoyé ce message dit qu'elle était avec Connor, pas Lorraine mais la personne, et qu'elle a vu du sang dans sa voiture. Il y avait apparemment du sang partout sur les sièges, sur le sol, et même sur une couverture. Donc là, après avoir transmis ce message à la police, parce que évidemment les parents de Lorraine sont très inquiets, ils veulent retrouver leur fille, la police obtient un mandat pour obtenir l'ADN de Connor ainsi que son téléphone portable. Je pense qu'avec les différents éléments que je vous ai donnés, le contexte autour de la vie de Lorraine, plus les indices que la police trouve, vous vous doutez fortement de ce qui s'est passé. C'est plutôt évident quand on a toutes les informations comme ça qui vous tombent dessus, et oui, je pense que les suppositions que vous avez sont justes si vous pensez à la personne à laquelle je pense. Cette phrase était très compliquée. Bref, la police demande donc à Connor de venir au poste de police, chose qu'il accepte, et là, Connor va commencer, quelque peu, à changer de version de l'histoire. Il dit d'abord qu'il a récupéré Lorraine. Ok, ils ont roulé 30 minutes, 1 heure, et qu'il l'aurait déposée à un Walmart. Sauf que la police, vous savez pertinemment que, eh bien, Lorraine ne s'est jamais rendue au fameux Walmart. Donc Connor, une fois qu'il est confronté à ces révélations, change de version des faits. Il dit qu'en fait il ne voulait pas faire tomber entre guillemets Lorraine, dans le sens où en fait ce qu'elle faisait vraiment c'était qu'elle voulait aller acheter des substances. Et lui en fait il l'aurait jeté de la voiture, c'est pour ça qu'il n'était pas visible sur les caméras, parce que il n'était pas d'accord avec ça. Sauf que c'était bizarre parce que Connor, il aurait pas craché dessus. La police a encore du mal à y croire et du coup Connor change encore une fois d'histoire. Il dit qu'il est allé dans un lieu pour que Lorraine puisse acheter des substances, sauf que là il y avait des trafiquants et qu'il y avait un des trafiquants qui avait une arme à feu et qu'en fait il aurait tué Lorraine suite à une dispute. Les enquêteurs, voyant que les histoires de Connor deviennent de plus en plus farfelues, décident de tout simplement ne pas le croire. Il devient suspect numéro 1. Donc là, la police décide de se plonger un peu plus sur le cas Connor. Il fouille son téléphone portable, il regarde un petit peu où est-ce qu'il a pu aller grâce à la géolocalisation, et il se rend compte qu'il s'est rendu dans un endroit un peu isolé pendant une dizaine de minutes. Quelque chose qui ne semble pas courant, on va dire, pour quelqu'un. C'est comme si vous vous arrêtiez 10 minutes dans un terrain vague, sans raison. En continuant d'enquêter sur la géolocalisation du téléphone de Connor, la police se rend compte que lui et sa petite amie Alex, petite amie avec qui on pensait qu'il avait rompu, s'était rendu à un Walmart. Donc on a encore une nouvelle personne qui arrive dans l'enquête. Alex, l'ancienne petite amie de Connor, ou la petite amie actuelle, on sait plus trop. Alex est interrogée. Et elle va dire que Connor lui a dit que un de ses amis avait été abattu. La police, par rapport à toutes les histoires que Connor a pu raconter, a tendance à croire Alex, c'est-à-dire le fait que Connor lui ait raconté un gros mytho. Donc les enquêteurs décident d'écarter Alex de la liste des potentiels suspects. La petite amie ajoute également qu'elle s'est débarrassée de vêtements de Connor à sa demande, pendant que lui nettoyait son véhicule. Et elle a jeté un petit coup d'œil par-dessus son épaule, et elle voyait que effectivement le véhicule était imbibé de sang. Fort heureusement, Alex n'avait pas encore jeté les affaires de Connor, donc elle les avait toujours en sa possession. Il y avait toujours du sang dessus, le sang a été testé. On l'a testé à celui de Krista et Joe Kidd, et les conclusions étaient bien là. C'était le sang de Lorraine. Donc là, une nouvelle fois, la police décide de confronter Connor vis-à-vis de ces nouvelles révélations. Connor va encore une fois ajouter des détails totalement fous à son histoire. Il va dire que le fameux trafiquant qui aurait tué Lorraine l'a forcé à conduire jusqu'à une station-service, et que là, le corps de Lorraine aurait été disposé dans une benne à ordures. Les policiers sont allés sur les lieux, et ils ont effectivement retrouvé du sang et un bracelet qui appartenait à Lorraine. Finalement, avec un peu de pression, et en démantelant vraiment chacune de ces histoires, Connor a avoué que c'était lui qui avait tué Lorraine Kidd, qu'il s'était disputé dans la voiture.
Il lui a donc dit de sortir de son véhicule, Lorraine a refusé. Il a sorti son arme à feu et il a frappé le visage de Lorraine avec celle-ci. Il n'a jamais dit de quelle manière il avait tué Lorraine. Le corps n'a pas été retrouvé dans la benne à ordures où ses affaires avaient été retrouvées. Et c'est quelques mois plus tard, après que Connor ait avoué ce qu'il a fait, que là, des restes qui ont été reconnus comme étant ceux de Lorraine ont été retrouvés dans une sorte de papeterie, ou en tout cas sur le terrain d'une papeterie, enterrés. C'est des chiens qui ont permis de retrouver ces restes-là. Le procès de Connor a ensuite eu lieu. Il a été accusé de meurtre au premier degré, et il a plaidé non coupable. C'est-à-dire que devant les enquêteurs, il dit « c'est moi qui l'ai fait », et devant la justice, il dit « non, c'est pas moi en fait ». C'est plutôt récemment qu'a eu lieu ce fameux procès, en janvier 2020. La police, qui avait un peu encore enquêté sur Connor, a appris qu'il n'était plus avec Alex au moment de toute cette affaire. Il sortait avec une autre femme, alors qu'il était déjà en couple avec Lorraine. Sauf qu'il considérait Lorraine comme un parasite, quelque chose de collé à sa peau dont il n'arrivait pas à se défaire. Il disait que Lorraine ruinait sa vie, parce qu'elle ne voulait pas en partir. Donc le 27 octobre, le jour considéré comme celui de la mort de Lorraine. Connor est venu chercher Lorraine chez Mike, ça on sait. Ils ont roulé un peu ensemble. Probablement qu'ils se sont disputés. Et là, on ne sait pas de quelle manière, Connor a assassiné Lorraine. Après ça, Connor aurait jeté le corps de Lorraine dans une benne à ordures et il serait venu plus tard pour l'enterrer. Finalement, Connor a bien été reconnu coupable de meurtre au premier degré. Il a été condamné à perpétuité, fort heureusement, avec une possibilité de libération conditionnelle au bout de 38 ans. Donc s'il a été condamné en janvier 2020, 38 ans, ça fait janvier 2058, donc déjà ça fait pas mal de temps. Et est-ce que il risque d'être libéré? Je pense qu'il y a peu de chances qu'on le revoie dans nos rues un jour. C'est là que cette histoire se termine. Heureux d'apprendre que cet homme est là où il devrait être, c'est-à-dire dans un trou. C'est une histoire qui est macabre, certes, parce qu'on parle de mort. C'est une histoire qui est également très triste parce qu'on parle de quelqu'un qui a perdu la vie. On parle d'une fille qui a perdu sa mère. On parle de parents qui ont perdu leur enfant, d'amis qui ont perdu un proche. Et en plus de ça, il y a vraiment une incompréhension dans le geste de Connor. Parce que comme je l'ai dit au début de la vidéo, dans certains cas, on sait qu'il y a de la vengeance. On sait qu'il y a un mobile, ça peut être du vol. Après, le mobile est toujours injustifié. Mais là, il n'y a vraiment aucune raison. Si on se met dans la peau de la personne qui a fait ça, il n'y a pas de raison. C'est vraiment quelque chose d'inexplicable. C'est pour ça que je voulais aussi vous partager cette affaire-là, parce que je trouve ça aussi incroyable de voir que des gens peuvent faire des choses ignobles, vraiment sans raison en fait. Enfin, de leur point de vue, il n'y a pas de raison. En tout cas les amis, j'espère que cette histoire vous a intéressé. Un fait divers, histoire vraie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!